Bonsoir chers téléspectateurs et bienvenue à votre émission Le Monde Inconnu. Vous êtes bien sur votre chaîne Canal 2. Alors depuis quelque temps nous avions commencé à vous entretenir sur le culte de la méditation face à une pandémie. Et ce soir nous resterons dans le même cadre mais avec un angle tout à fait différent et je vais laisser le soin au professeur Emmanuel Glipote qui m'accompagne ce soir et qui est d'ailleurs le concepteur de l'émission, de nous donner l'angle sous lequel nous allons être entretenus ce soir. Bonsoir, professeur. Bonsoir, Laura Gatt. Un bonsoir renouvelé à tous les téléspectateurs de Canal 2 International. Nous allons parler de la vie, la science et les sciences occultes à la premier élément de la chronique. La deuxième, c'est la méditation, la vitalité et l'équilibre acido-basique. Voilà. Alors, professeur, qu'est-ce qu'on devrait retenir à la fin de cette émission? Alors, on va retenir que nous ne pouvons pas avoir une vie qu'on ne connaît pas comment elle fonctionne et dire que nous faisons la méditation. Parce qu'on ne peut non plus avoir une vie, c'est-à-dire la vie de l'homme que nous sommes, si nous ne savons pas comment elle fonctionne, nous ne pouvons pas dire que nous faisons la science. Alors, donc, il y a un problème dans ce que nous vivons à l'heure actuelle par rapport à la pandémie. C'est comme si la vie n'est pas connue des hommes de la science. Autant on ne connaît pas Dieu, autant la vie n'est pas connue et il y a un problème. Donc, on va essayer de décrypter ces problèmes ce soir, quoi. Vous l'aviez compris, nous allons passer 1 heure de temps ensemble, bien sûr, à décrypter ce que c'est que la vie et comment arriver à l'entretenir. Mais aussi, nous allons vous proposer les réflexions et vous aviez la possibilité de participer à votre émission en nous envoyant les messages via le numéro qui va s'afficher sur le bas de votre petit écran. Alors si vous êtes déjà confortablement installé, le train va quitter la gare et le prochain arrêt, c'est la première partie de votre chronique. Le culte de la méditation face à une pandémie, 18e partie. La vie, la science et les sciences occultes. La grande étude à aborder sur ces thèmes est portée sur la vie. Il s'agit de répondre à cette question. C'est quoi la vie? Un petit mot dont la signification cache une grande énigme enveloppée dans un assemblage de phénomènes dont l'univers tout entier s'y traduit. Pour faire simple, à définir la vie, il va sans dire que cela n'est pas chose aisée. Tout fuse dans les idées qui encombrent notre esprit et diffusent jusqu'à s'étendre au-delà de l'entendement pour devenir finalement confus. Pourtant, nous sommes sans ignorer que c'est grâce au mécanisme que produit le phénomène vie que chacun de nous est considéré être vivant. Autrement dit, la vie en nous est possible grâce à l'énergie vitale. C'est cette énergie qui est Dieu. Dieu est la vie et la vie est Dieu. Lorsqu'on nous dit que nous sommes créés par Dieu, c'est simplement parce qu'il s'agit de cette énergie vitale qui nous influe et qui, lorsqu'elle nous quitte, nous passons de vie à trépas. Ici, le mot trépas en métaphysique veut dire passer d'un point d'existence à un autre. C'est que d'aucuns disent perdre sa vie, mais il est confirmé que la vie ne meurt jamais. La vie se définit de manière variée. Du substantif aux locutions, elle n'est pas que l'espace de temps qui s'écoule entre la naissance et la mort physique, mais elle continue à exister bien après. Oui, la vie n'est qu'un petit mot de 3 lettres. À cause de son extraordinaire extrême puissance, on est en droit de reconnaître que l'homme n'en sait pas grand-chose. Elle est sous l'égide d'un vaste prisme électromagnétique. Derrière celui-ci se développe un champ énergétique mobile totalement surprenant. La dynamique de cette énergie est appelée la vitalité. La vitalité peut se traduire par le fait de péter la forme, comme disent certaines personnes.
Pas question de se limiter sur l'embonpoint alors, comme pour dire qu'on a la vie pleine en soi, mais bien plus évoluer vers la connaissance de Dieu en nous. Ceci est nécessaire pour réallumer notre curiosité afin de maîtriser le fonctionnement de la vitalité en question. Nous ne saurons parler de la vie sans nous baser sur la doctrine de la sagesse antique qui est une et invariable, ainsi que les théories multiples, ondoyantes et diverses qu'a adopté la science humaine malgré qu'elle ait oublié ses origines sacrées à cause des pensées ténébreuses du Moyen-Âge. Pourtant, dans la sagesse antique, l'homme considérait que la vie est un tout. La vie est en tout et la vie est partout. Autrement dit, la vie suit un cheminement bien précis. D'abord Dieu, c'est-à-dire l'énergie première, intelligente, animatrice de l'univers ou le point central des lignes de force qui parcourent le cosmos. Résultat, tout ce qui vit a un esprit, une âme et un corps. Par son esprit, l'homme vit sur le plan divin, dont il prend conscience dans certains états tels que l'extase. Par son âme, il vit sur le plan astral, dont il a également conscience en certains états, les rêves, le dédoublement, etc. Et grâce à son corps, il vit sur le plan physique. Ainsi, il en ressort qu'il existe une sorte de réservoir de force vitale où il nous est loisible d'y puiser la vie sous certaines conditions. Ce réservoir est du plan astral. Nous comprenons également que la vie est un principe interchangeable en ce sens qu'elle peut se communiquer à volonté, soit aux hommes entre eux, soit de l'homme aux choses ou aux bêtes, soit des choses ou des bêtes à l'homme au moyen d'un certain procédé. Cette interchangeabilité, derrière elle se cachent des maladies et pandémies que seules les sciences occultes peuvent abdiguer au moment où la science classique et scolaire s'en trouve perdue. Alors ce soir, professeur, vous parlez de la vie. Un mot à 3 lettres. Mais j'aimerais qu'on commence par le bas. Alors, la dernière partie de notre chronique, vous faites allusion à un réservoir de force vitale. J'ai bien envie de savoir où se trouve ce réservoir et qu'en est-il exactement. Le réservoir, là, c'est dans l'astral. C'est dans une autre dimension et qui est en fait n'est pas une dimension physique, elle reste une dimension métaphysique et inimaginable. Ce qui est vrai, c'est que nous vivons sans toutefois se poser la question que la vie c'est même quoi. Nous vivons comme ça. Donc tout ce qui nous est permis, c'est d'écouter ce que disent les autres sans que nous-mêmes nous ne nous mettions dans la peau des gens dignes d'être des personnes qui s'occupent de leur vie, c'est-à-dire qui s'occupent d'elles-mêmes, comme pour dire on n'attend rien des autres parce que les autres ne sont pas censés mieux savoir les choses. Personne ne peut nous dire, aucun homme de science, personne ne peut nous dire où se trouve la vie. Personne. Pourtant, du point de vue métaphysique, on sait déjà que la vie est dans l'astral. Et l'astral, c'est quoi? Alors, c'est une question qui est ambiguë, hein, et parce qu'il faut expliquer quelque chose d'abstrait, d'inimaginable aux gens qui ne vivent que de ce qu'on leur a dit, de ce qui est imaginé par d'autres gens. Donc, la vie, c'est quelque chose qui est construite quelque part et dont ça se met sous forme d'un réservoir où chacun de nous épuise d'elle son énergie. Et cette énergie-là, c'est ce qu'on appelle l'énergie vitale. Alors, professeur, vous aviez dit tout à l'heure que chacun de nous devrait pouvoir entretenir sa vie. Mais comment est-ce qu'on peut entretenir quelque chose qu'on ne connaît pas? Alors, c'est quoi la vie? Puisqu'il y a un réservoir quelque part qui nous donne cette vie-là. Maintenant, il faut bien qu'on sache ce que c'est. Oui.
Justement, c'est ça. C'est pas une question qu'on répond à la volée. Pourquoi? Parce que c'est une question qui nécessite une base. Et c'est cette base-là que les initiés sont censés, disons, appréhender, sont censés ressentir, sont censés maîtriser, ou alors, disons pas maîtriser, mais sont censés de capter le fonctionnement, afin que, à partir de ces fonctionnements, que des choses ne se passent pas dans leur vie comme dans la vie des autres. Donc, dans un premier temps, on peut dire que la vie, c'est d'abord le souffle que nous recevons à la naissance. Parce que sans ce souffle-là, nous ne sommes pas en vie. On l'a toujours dit dans cette émission, c'est que à la naissance, il y a le fœtus. Et ce fœtus reçoit des grâces, un souffle, une énergie de vie. On appelle ça communément un soufflet de vie. Alors, sans ce soufflet de vie, il n'y a pas de bébé, il y a un mort-né. Mais cela se distingue seulement lorsque cela se produit. C'est-à-dire, ça se comprend lorsque cela se produit. C'est-à-dire que les personnes qui accouchent, les femmes, peuvent constater au cours de leur vie professionnelle qu'il y a des fois, les fœtus sortent du ventre, il n'y a pas de respiration qui suivent. Et d'autres fois, ça se passe autrement, c'est-à-dire que l'enfant va respirer normalement et on va dire, du moins le fœtus va obtenir le respire, et le mouvement de respirer, inspirer, respirer, inspirer va y aller continuellement, et on va dire voilà un bébé. Celui qui, du moins le fœtus qui n'a pas reçu cette possibilité sera classé et sera considéré mort-né. Bon, disons, et là, à partir de là, on connaît l'existence de la vie. Maintenant, il faut que cette existence aille dans le sens du questionnement. Pourquoi le fœtus n'a pas respiré? Pourquoi le fœtus B s'est mis à respirer? Alors, dans ce questionnement, on va comprendre qu'il y a quelque chose qui différencie les deux fœtus. Parce que, en fait, l'instant de la naissance peut se traduire par le fait qu'on ne sait pas à quel moment la respiration même est entrée. Par rapport à certains bébés où il faut attendre un instant afin que la respiration commence chez ces bébés-là. Il y en a des bébés à la naissance, ils crient directement. Et il y en a d'autres à la naissance, on attend un petit instant pour que le cri arrive. Et deux fois, on nous explique qu'il faut taper sur les flancs, ayant tourné la tête du bébé vers le bas, le tenant par les pieds, et taper sur les flancs côté des hanches, pour exciter l'arrivée de ce souffle. Mais il n'y a aucun appareil dans le monde réputé à tort des scientifiques, des plateaux techniques de haut degré et tout, qui puisse faire en sorte que l'oxygène puisse entrer dans l'enfant simplement parce qu'il n'a pas pu respirer. Ou à l'enfant qui veut perdre la respiration quelque temps après la naissance. On a beau le placer sous oxygène, rien ne va se produire. Donc on ne sait pas qu'est-ce que c'est que la vie dans les hôpitaux. Et pourtant, on devrait enseigner la vie aux gens pour que ceux qui sont des pourvoyeurs de la santé, entre guillemets, donc des médecins, puissent se rendre compte que le travail à faire ne serait pas de mécaniser les soins, mais de donner des soins en fonction d'une connaissance approfondie de l'être que nous sommes, parce que nous sommes des êtres à multidimensions. Voilà. Alors, professeur, vous nous avez dit à la naissance, on a la force vitale qui s'installe dans le nouveau-né et on dit qu'il est
vivant. Alors à l'adolescence, comment est-ce que cette vie-là se manifeste à l'âge adulte et puis quand on est vieillard? Comment est-ce que cette vie-là se manifeste durant ces étapes? Alors, on peut dire que quand le train démarre, quitte la gare, c'est pour que ça continue à fonctionner. Là où ça se déraille, selon l'ampleur du déraillement, on parlait de la maladie. Selon l'ampleur du déraillement, on parlait d'accident. Ou en d'autres formes de déraillement, donc de dysfonctionnement, on peut parler de la mort. Donc on est appelé à naître, à devenir enfant, adolescent, puis adulte et trépassé. Alors donc il y a des séquences de 7 ans. Chaque 7 ans, on porte totalement un nouveau corps. La première septaine, c'est parce qu'on est enfant. La deuxième, on entre à l'âge de l'adolescence. On va vers l'adolescence. Et de 14 ans à plus de 21 ans, on est déjà en plein dans l'adolescence. Et puis de 21 ans à 28 ans, on est déjà en voie de devenir adulte. Et de 21 ans à plus, jusqu'à 42 ans déjà, on est adulte. Et puis on peut maintenant commencer à réfléchir sur sa vie autrement. Malheureusement, toutes ces périodes-là, on a trépassé plusieurs fois. C'est-à-dire, le corps a subi plusieurs morts. On est mort plusieurs fois. Parce que c'est ce qui fait que, bon, lorsque on parlait de la mort, les gens ne voyaient que la finalité d'un parcours d'existence qui tombe complètement dans le déclin. Non, on meurt plusieurs fois. Parce que mourir, c'est une manière de passer d'une étape à l'autre. Et la mort finale, c'est ce qui est plus, disons, gênante, parce que c'est plus gênant parce que c'est elle qui fait dire qu'on ne sera plus avec la personne là. Les autres morts, on suppose ou on dit qu'on est en train de grandir. Mais pour savoir que la personne était morte, c'est lorsque on a laissé un enfant d'1 an et qu'on vient 21 ans après, donc 20 ans après, constater que la personne a la barbe, rase la barbe et tout, et que cette personne ne ressemble à rien par rapport à la personne qu'on a laissée quelque part quand celle-là n'avait qu'1 an. Donc, la vie, c'est quelque chose qu'on doit étudier minutieusement. L'étude de la vie commence par l'étude des cellules, c'est-à-dire on doit comprendre les pléiades de vie en termes de cellules qui peuplent notre organisme. Pour ce qui est de la science qui veut s'occuper de l'homme. Parce que si personne n'est obligé de se fonder, du moins de devenir thérapeute, on n'est pas obligé. On peut faire autre chose que de vouloir devenir thérapeute. Mais lorsque on devient thérapeute, c'est qu'on est obligé, obligatoirement obligé, de chercher à savoir qu'on agit en faveur de quoi. C'est-à-dire, sa thérapie va dans quelle direction. Voilà. Alors, professeur, vous avez dit que chacun de nous devrait pouvoir prendre soin de sa vie. Oui. Sans toutefois avoir envie que notre vie ressemble à celle des autres. Oui. Alors, est-ce que dans ce cas, il faudrait, il faudrait aussi s'intéresser aux cellules ou alors il y a autre chose qu'on devrait faire pour pouvoir prendre soin de notre vie? Alors, notre vie ne dépend pas de nous comme si nous, ça veut dire je ne sais pas quoi, c'est-à-dire la carcasse ou bien le corps physique ou ce qui est visuel, ce que tout le monde voit. C'est-à-dire la morphologie du corps humain dans le sens de quelqu'un de courte taille, de quelqu'un de longue taille, de quelqu'un
d'obèses et d'un gros poids ou bien d'un poids moyen et tout, c'est-à-dire vu de l'extérieur. Alors, notre vie, c'est au-delà de ce que nous voyons, parce que, en fait, nous voyons même rien à partir de nos yeux. Nous avons l'impression que nos yeux voient, parce que on peut décrire soit les couleurs qui nous frappent à l'œil, soit le genre de personne qu'on est en train de voir, sa couleur de peau ou son teint, sa forme physique et tout. Bon, on dit qu'on voit la personne. Mais au-delà de ça, il y a l'aura. On ne voit pas l'aura, on ne voit pas si la personne est lumineuse ou pas. On ne voit pas la sensation même de l'existence, de l'énergie vitale et à quel degré cette énergie se déverse au-delà du dessin qui se focalise dans nos yeux. Ou sur nos yeux, nous sommes en train de penser que nous voyons tout de cette personne-là. Pourtant, nous ne voyons que ce qui est limite par rapport à nous-mêmes, de notre degré d'évolution ou notre sens visuel nous limite. Alors, mais professeur, qu'est-ce qu'il faut donc faire pour que moi, je puisse prendre, m'occuper de ma vie, que je puisse voir cette autre partie de moi qui est l'aura, de telle sorte que je puisse, je ne sais pas, peut-être l'entretenir ou bien la faire davantage briller ou bien, je ne sais pas trop. Alors, c'est ce qui fait donc dire qu'il faut entrer dans la logique de se former comme scientifique. Bon, parce qu'il y a deux types de sciences. Il y a la science livresque qui formait des scientistes, dont des messieurs qui se vantent dans les télés, qui pavanent avec des parchemins, professeurs agrégés en médecine, professeurs agrégés de ceci, machin et tout. Bon, c'est des scientistes. Alors, au-delà, il faut des scientifiques. Parce que je parle français là, franchement, c'est une langue d'emprunt, mais j'essaie de circonscrire qu'est-ce qu'on appelle un scientiste. Un scientiste est celui qui a une science qui est limitée. Et cette science est limitée sur quoi? Sur ce qu'on lui a dit. Elle est limitée sur quoi? Sur les normes qui sont prévalentes par rapport à une hégémonie. Alors qu'un scientifique est celui qui a la perception profonde de ce qui existe au-delà de ce qui est palpable. Parce qu'il n'y a pas que l'existence de ce qu'on voit. C'est pour cette raison que les scientistes disent que la science évolue. Parce que cette science des scientistes part de ce qu'on voit vers ce qu'on ne voit pas. Alors que la science, elle va de ce qu'on ne voit pas vers ce qu'on voit. Comme pour dire, c'est de l'inconnu que naît le connu. Voilà. Donc là, je porte un accent sur ça parce qu'il faut que nous soyons clairs. On ne va pas à l'école de la science dans le sens de l'école officielle. On va à l'école de la science dans le sens de la découverte des forces de l'univers et de l'inconnu grâce auquel le connu existe. Voilà. Alors, on va revenir sur le sujet, mais on vous propose d'abord la deuxième partie de la chronique. La méditation, la vitalité et l'équilibre acido-basique. Pour mieux définir la vie, on tombe sur plusieurs sons de cloche sous des locutions et expressions afférentes à une situation qui semble signifier que nous vivons grâce aux fruits du hasard. Ce qui fait qu'on se demande que comment, au cours des âges, la conception de la vie selon les sages antiques a-t-elle pu se modifier au point de devenir de nos jours tout sauf ce qu'elle fut, c'est-à-dire l'opposé de ce qu'elle était à l'origine. La science officielle, qui se dit moderne, ne regarde pas la vie comme une force rigoureuse, propre et personnelle à chaque être. Cela est dû aux variations multiples des doctrines médicales qui accompagnent l'homme
dans son ignorance, venant des détenteurs de cette science qui ignorent totalement ce que c'est que la vitalité depuis l'origine jusqu'à nos jours. Dans la tradition initiatique, il existe deux manières d'étudier la médecine des urgences et la médecine usuelle d'une part, et d'autre part les grandes théories biologiques livresques. Un tel enseignement a mis à la touche les thérapeutiques qui ne sont pas un simple enseignement, mais une éducation initiatique prodiguée seulement aux initiés sélectionnés. Car auparavant, il fallait au préalable connaître les propriétés de l'aude ou force vitale, oui, le soufflet de vie. À l'école classique, on enseigne sans éduquer ou sans former. Elle s'intéresse à l'asservissement afin que la personne enseignée continue à être esclave du système pourvoyeur de la dite école. Elle est basée sur l'utilisation du cerveau. Toutefois, celui-ci formaté, on peut passer sur l'essentiel, voir sous sa botte un grand nombre de diplômés assujettis à des normes de leurs patrons, outre des impérialistes. Quand il faut faire sérieux, on est en droit de ne pas comprendre comment les personnes bardées des diplômes n'arrivent toujours pas à se prendre en charge. Comment une épidémie fait plus peur aux médecins qu'aux malades et qu'à cause de leur phobie, la société tout entière s'embrase. Pourtant, lorsque le virus vit dans le corps d'une bête, l'animal en question n'en meurt quasiment jamais. Pourquoi chez l'homme, malgré qu'il soit moderne, hautement diplômé, hygiéniquement déclaré supérieur aux autres, le petit virus finit par le tuer? La réponse à toutes ces questions se trouve dans l'occulte de l'instinct de vie. L'homme moderne a perdu sa dignité. Il vit sous le seuil zéro de l'intelligence. C'est ce qui fait qu'il est quotidiennement sous pression. Dans la recherche de la satisfaction de ses besoins, s'entremêle celle de ses désirs. Ce qui fait que l'essentiel de son enseignement est sous le prisme économique. Or, grâce à notre instinct, la maîtrise de notre équilibre acido-basique devrait rester chose naturelle, comme dans le cas des fous et certains clochards, voire des sans-abri, qui, bien que mangeant toujours dans les poubelles, même en temps d'épidémie, ils n'en meurent pas. L'acidose respiratoire est l'une des deux acidoses qui sont plus à surveiller en temps d'épidémie ou pandémie. Cela doit se faire au même moment où on veille sur l'autre acidose métabolique, car on doit savoir que la concentration en CO2 dans le sang augmente le gaz carbonique qui est transformé par des réactions chimiques, ce qui entraîne une baisse du pH sanguin. Il est essentiellement régulé par deux organes. Le poumon assure l'élimination du CO2 et les reins régulent la concentration en bicarbonate. Toutefois, le foie et les muscles jouent également un rôle secondaire de soutien, notamment en faveur des reins pour préserver des bicarbonates. Ce déséquilibre fait en sorte que ni les prières, ni la méditation, rien de tout cela ne pouvant changer la donne, le côté spirituel ne peut non plus en être autrement. Là même, les prélats vont aller demander le secours à la végétation au lieu de le faire chez Dieu. Alors que Dieu étant suprême, on devrait épargner les dégâts à la végétation. Ne parlons pas du corps médical officiel dont leur science ignore totalement où se trouve la santé. Hors de question qui se rapporte ce qui est en rapport avec la vitalité, Dieu, la vie, restant campé sur la matière, le corps physique, pour tout problème de santé. Alors pour ça, nous revenons sur notre sujet de la vie. Déjà, dans la première chronique, vous nous aviez fait comprendre que la vie se décompose en trois parties. L'esprit, l'âme et la carcasse, le corps physique. Maintenant, nous sommes en train de chercher à comprendre comment entretenir la vie. Donc, comment entretenir l'esprit, comment entretenir l'âme et ensuite comment entretenir le corps physique. Alors, on a dit quoi? On a dit que l'esprit
est ce qui va aller dans le sens de l'au-delà des énergies. Le plan divin. Dans l'esprit, on peut mettre un peu comme ingrédient l'oxygène. Donc pour entretenir l'esprit, il faut mieux entretenir l'oxygène, donc mieux respirer. Alors, dans l'âme, on y met l'astral, c'est-à-dire que une zone où par là elle quitte pour intégrer l'homme, parce que l'âme est quelque part. Lorsque une femme prend la grossesse, l'âme n'est pas supposée être là, parce qu'un individu ne peut pas avoir deux âmes à la fois. Et tu dois avoir ton âme. Entre-temps, le fœtus se présente dans le corps comme un organe, c'est-à-dire comme le cœur, comme... Bon, voilà. Alors maintenant, à la naissance, c'est une maison que vous construisez. Le fœtus, c'est une maison que vous construisez pour l'âme. C'est à la naissance que l'âme va venir entrer dans sa maison. C'est lorsqu'elle entre dans cette maison qu'avec la force de l'esprit, le souffle de vie va donc l'accompagner. Et pendant ce temps, le corps va se défendre à ce que l'âme, l'esprit puisse converger, le tout avec ce corps-là. Maintenant, comment entretenir la vie dans le corps? On a dit au cours des éditions antérieures, lorsqu'on parlait de l'occulte, de la spiritualité, l'alimentation spirituelle, nous avons dit qu'il y a l'aliment céleste qu'on appelle l'oxygène, l'air que nous respirons. Il y a l'eau qui est l'aliment neutre, et puis il y a les nutriments qui sont des aliments négatifs. Alors maintenant, il faut savoir associer ces aliments-là, parce que lorsque nous parlons de l'équilibre à retrouver dans l'organisme, s'agissant de l'équilibre acide-base, alors il y a un problème de cellules qui ont déjà les acides, parce que le noyau de la cellule, l'ADN ou l'ARN, à l'intérieur de ça, ceux qui font biologie, que ce soit des chercheurs dans le domaine de la vaccination et tout, ils parlaient souvent de l'ARN, ils parlaient de ça pour vacciner, mais ils ne parlaient pas de ça pour leur propre corps. Parce que eux-mêmes, ils sont opposés, ils sont exposés aux maladies et d'autres en meurent. Bon, alors que l'étude de la connaissance de la cellule devrait être dans le sens de voir comment la vie se passe dans la cellule et comment entretenir cette vie sans la perturber. Parce que la perturbation de la vie passe par l'utilisation des objets qui sont, du moins des mécanismes artificiels, qui passent par des produits obtenus chimiquement, des produits de synthèse obtenus dans des usines et qui sont tels que des médicaments, des vaccins et tout cela. Donc ça perturbe le fonctionnement naturel, le fonctionnement divin de la cellule. Alors maintenant, pour entretenir donc la cellule par rapport à la vie d'abord, il faut empêcher à ce que le désordre ne se produise pas dans l'organisme. C'est ce désordre-là qui va commencer par des petits problèmes, le rhume, les petits problèmes, la toux, les petits problèmes, la fièvre. On peut avoir une fièvre sans avoir la toux. On peut avoir une fièvre sans avoir le rhume. Lorsqu'on a les trois choses à la fois, on peut dire que vous avez une grippe, en attendant une analyse de fond, par rapport à ce que le système médical officiel le veut bien. Mais on n'a pas besoin de cette analyse lorsqu'on fait dans les sciences occultes, parce qu'on sait déjà qu'on a fait des choses qu'il ne fallait pas faire et qu'on se décide de ne plus continuer à en faire. Alors pour ça, quelles sont ces choses-là qu'on a fait? Mais il faut pas refuser de respirer normalement.
Parce que là, il y a un problème là maintenant, tout le monde est masqué. On est dans une situation où on renvoie l'oxygène et le gaz carbonique et on le reprend. Et à force de faire certaines pratiques, on se retrouve à attaquer la cellule et à neutraliser la membrane cellulaire, la membrane protéinique. Et là, on affaiblit finalement on se retrouve dans une situation où le corps ne fonctionne plus normalement. Alors, est-ce qu'il peut arriver à ce qu'on ait des possibilités de rejeter comment on peut dire, des particules des êtres vivants, si on peut considérer que les virus sont des êtres vivants? Mais quel genre? Parce que officiellement, par rapport à la médecine officielle, c'est des êtres vivants. Mais par rapport à la biologie, c'est pas des êtres vivants. Bon, c'est des êtres qui s'accrochent aux êtres vivants pour modifier leur fonctionnement. Alors là, il y a tout un tas de choses discutables derrière ça, que nous ne saurons élucider en ce moment précis, compte tenu du fait que l'émission n'est pas destinée à faire une journée d'échange. Alors, dans la vie, elle doit être entretenue par le tri de ce qu'on consomme en termes d'aliments positifs, dont l'air, par le tri de ce qu'on consomme en termes d'aliments neutres, l'eau, qui a d'un côté l'oxygène et l'hydrogène et l'oxygène, et qui fait la synthèse ou qui sert de tampon entre l'aliment positif et l'aliment négatif. Parce que l'eau accompagne également les nutriments. Parce que les nutriments, que ce soit les féculents, que ce soit les protéines, les lipides, les glucides, dans ces nutriments, il y a également de l'eau. Donc il faut faire le choix dans cela. Lorsque vous faites le choix dans cela, vous aviez un système immunitaire aguerri et qui est prêt à rejeter n'importe quoi. Parce que, prenons le cas des fous. Les fous font 1 semaine, 2 semaines sans manger. Alors quand ils vont manger de la saleté, par le biais du gène qui a pu purifier, parce que le gène c'est un purificateur, a pu purifier leur organisme jusqu'à un degré, la consommation des éléments nocifs, qui seraient nocifs chez l'être humain normal qui s'alimente normalement, ne le sont qu'en partie. Et le corps récupère ces éléments, les rejette également. Donc on peut rencontrer des gens, des personnes fous ou folles dans des villes qui ont déjà plus de 25 ans de folie, se trimballant nus. Par exemple, le cas de quelques fous qu'on rencontre dans la ville de Douala au Cameroun, qui marchent nus, qu'il y ait épidémie ou pas, qu'il neige ou qu'il pleuve, ils sont vivants. Pendant ce temps, les messieurs qui ont bien des moyens sont couchés dans les hôpitaux, n'arrivent pas à tenir longtemps dans des petites infections. Alors, mais professeur, qu'est-ce qui vous parlez de l'équilibre acido-basique. En même temps, dans cet équilibre acido-basique, vous parlez du gaz carbonique qui devient plus tard quelque chose de dangereux pour l'organisme. Alors, ce fou-là qui marche et autres, ça veut dire que chez lui, cet équilibre acido-basique est établi, est maintenu. Il n'a pas de dysfonctionnement dans son corps, aucun problème. Alors, pourquoi un fou vivrait longtemps? Parfois, avec une blessure, peut-être que on a vu un fou à Douala avec des bagues qui lui ont coupé les doigts. Et ces doigts-là se sont cicatrisés seuls. Ça veut dire que le taux d'acidité n'était pas trop élevé dans son corps. Quand le taux d'acidité est élevé, vous développez les maladies. Ça c'est indiscutable.
En fait, peut-être que c'est discutable sur un plan, mais sur le plan métaphysique, c'est indiscutable. Alors, maintenant, si la personne a pu se cicatriser sans qu'on ait à lui apporter des antibiotiques, un traitement d'appoint, hein, alors que chez un homme normal, ça aurait été ça. Ça veut dire que dans la cicatrisation, le fait de rester sans manger a joué. Parce que j'ai dit, le gène est capable de vaincre de vous amener à vaincre n'importe quelle maladie par le fait de vous amener vers la purification, donc vers l'élimination de l'acidose. Alors à partir de là, vous pouvez ne pas être concerné par des pandémies ou par des épidémies. Alors professeur, on va essayer de parler un peu de cette affaire d'acidose là. C'est quoi exactement l'acidose métabolique et respiratoire dont vous parlez? Non, disons que d'une manière assez simple, lorsque le taux d'acidité a atteint un certain niveau, ça permet plus aux poumons de bien fonctionner. Et le poumon qui est l'estomac de l'aliment que nous avons dit, l'aliment céleste positif, alors ne fonctionnant pas bien, l'ensemble de l'organisme, l'air qui doit aller jusqu'au niveau du cerveau et l'oxygène qui doit traverser l'ensemble de l'organisme ne sera plus en train d'être véhiculé dans les conditions normales. Et là, le taux d'acidité va s'élever, va augmenter. Et quand le taux d'acidité est augmenté, le fonctionnement de la cellule se fait de manière anormale. Donc ça veut dire que la cellule commence à subir quelques dégradations. Voilà. Alors maintenant, et là, l'embrasement peut se produire sur l'ensemble du métabolisme. Bon, parce que si nous essayons de voir à partir du système nerveux, le système glandulaire, le système organique, il faut qu'il y ait un équilibre dans le fonctionnement de ces trois systèmes. Il faut que le système nerveux ne soit pas perturbé par des mécanismes venant du désordre alimentaire. Ce mécanisme qui vient de l'alimentation peut aller dans le sens de l'encombrement du gros intestin. Et l'encombrement du gros intestin fait en sorte que dans le fonctionnement neuro-gastro-entérologie, que les perturbations partent du tube digestif touchant le foie et en même temps touchant le cerveau. Donc ces perturbations vont donc devenir facteurs de dégradation fonctionnelle de manière globale. Et cette dégradation fonctionnelle va aller dans le sens de voir l'énergie vitale diminuer petit à petit. Surtout que dans le domaine de la médecine officielle, on fait des diagnostics, mais on ne fait pas la consultation vitale. C'est-à-dire que la consultation ne va pas dans le sens de relever le taux de vitalité de l'organisme. On donne des médicaments. On ne cherche pas à savoir est-ce que ces médicaments apportent quoi sur la vitalité des cellules. On veut seulement constater qu'il y a du moins, c'est les va en guerre. Vous savez, le monde occidental, lorsqu'on est malade, on combat la maladie. Lorsqu'on a un problème de famine, on combat la famine. On ne cherche pas à savoir comment alimenter la population. On va contre la famine de la population en mettant à la disposition de cette population n'importe quoi qui est mangeable, sans tenir compte de ce que ça va produire en mangeant ça, pourvu que les gens ne meurent pas de faim là tout de suite. Professeur, puisque vous parlez de nourriture, tout à l'heure vous nous aviez dit que entretenir la vie, c'est d'abord respirer et bien respirer. Alors quel serait l'autre élément? Est-ce qu'il faudrait manger n'importe quoi pour pouvoir... Non, il faut respirer, bien respirer et boire beaucoup d'eau. Et bien le boire, et bien la boire. Bon, et boire et manger
nécessairement ce qu'il faut en termes de protides, pas de protéines, en termes de lipides, pas d'huile, en termes de glucides, pas de sucre. Ça, c'est des choses qu'il faut bien quadriller. On ne peut pas avoir une alimentation, on ne peut pas, comme le cas de ceux qui appellent les sucreries, le jus, où les colorants qui sont cancérogènes sont mélangés avec le sucre qui est favorable au cancer. Et les cancers sont quoi? Sont l'acidose des cellules. C'est l'acidose des cellules qui se produit et qui entraîne la transmutation des cellules en des cellules malignes. C'est comme ça que ça se passe. C'est une explication terre à terre. Et on ne peut pas expliquer ça dans les universités. Sinon, on ne fera pas des années et des années d'études. Ça sera si simple que, pour finir, on aura, pour devenir médecin, 2-3 ans. Alors, on va proposer à nos téléspectateurs la réflexion de ce soir. On vous laisse le soin d'écouter ce que nous avons gardé et puis on va se retrouver juste après pour la suite de votre émission. La vitamine C empêche le développement excessif des réactions d'oxydation qui auraient des effets néfastes sur l'organisme. Une sorte de pompier maîtrisant l'incendie oxydatif. Walter Haworth en détermine la formule chimique. Il l'appelle acide ascorbique. Sent et Haworth recevront ensemble le prix Nobel en 1937 pour la découverte des processus d'oxydation biologique et en particulier de la vitamine C. Donc vous voyez que c'était une période où normalement la médecine aurait dû faire des pas de géant et nous amener vers un bouleversement complet et profond de la conception de la vie et véritablement un accroissement de la santé. Eh bien, on va le voir, c'est pas du tout ce qui va se passer parce que il y a deux personnalités majeures qui vont s'affronter à l'époque, un véritable savant et un véritable imposteur, et malheureusement c'est l'imposteur qui va dominer. Je voulais vous montrer la superbe chapelle, parce que quand M. Pasteur est décédé, son épouse a jugé qu'il était indigne pour elle de mettre les restes de son mari au Panthéon. C'était tout à fait insuffisant pour un homme comme le grand sauveur Pasteur. Voilà. Donc, on a bâti une chapelle pour Pasteur, une chapelle exprès dans les sous-sols de l'Institut Pasteur. Et cette chapelle, il faut savoir qu'elle est entièrement décorée de mosaïques qui retracent les soi-disant, les prétendues découvertes de Monsieur Pasteur. On va le voir, en fait, Pasteur n'a pas découvert grand-chose, hormis le culot, le marketing publicitaire. Louis Pasteur est né en 1822, il est mort en 1895. Au niveau études, il faut savoir qu'il a eu un mal fou à obtenir son baccalauréat, en particulier à cause des mathématiques. Il ne supportait pas les mathématiques. Pour un savant, c'est quand même un petit peu étonnant. Il a quand même réussi à obtenir un doctorat en sciences et une agrégation. L'agrégation, à l'époque, c'était pas grand-chose, c'était juste l'autorisation d'enseigner. Une agrégation de physique et de chimie. Mais sur le plan biologique, aucune compétence. Il n'est pas médecin, il n'est pas pharmacien, il n'a strictement aucune compétence. Sur le plan du métier, on peut dire que le métier de Pasteur, c'était plagieur, cambrioleur, menteur, imposteur. J'y vais pas de main morte, je suis d'accord, mais c'est la réalité. On lui attribue un certain nombre de découvertes. Par exemple, ce serait lui qui aurait découvert le caractère lévogire, dextrogire ou racémique des substances organiques. C'est faux. C'est un autre savant, Auguste Laurent, qui a fait cette découverte. Et il est mort trop tôt pour pouvoir défendre sa priorité. On lui attribue la pasteurisation. Vous savez, cette technique qui consiste à faire chauffer les substances à 70 degrés pour leur permettre une conservation plus longue. Eh bien, ce n'est pas vrai. Ce n'est pas lui qui a trouvé ça. Il a piraté cette découverte à un savant qui s'appelait Appert. Et on devrait parler d'apertisation et non de pasteurisation. C'est
c'était encore une entourloupette. On lui devrait la découverte des vaccins? Bien sûr que non. Le premier vaccin a été mis au point par Sir Jenner, un médecin anglais, en 1789, c'est-à-dire près de 30 ans avant sa naissance. Et c'est ensuite les docteurs Roux, Toussaint et Chamberlain, qui étaient des médecins ou des vétérinaires, qui ont mis au point les vaccins contre la rage et contre le charbon que l'on attribue à Pasteur. On lui devrait la notion de contagion? Là encore, bien sûr que non. Ce sont Semmelweis et surtout Béchamp qui ont mis en place ces notions-là. Et on va le voir, la notion de contagion n'a rien à voir avec ce que croit aujourd'hui la médecine officielle. Antoine Béchamp est né quelques années plus tôt, mais compte tenu de sa situation sociale, puisqu'il était le fils d'une famille de meuniers, qui n'était pas très argenté, eh bien, il a passé en fait la plus grande partie de son enfance, de l'âge de 6 ans jusqu'à l'âge de 18 ans, en Roumanie. Et c'est là qu'il a fait ses premiers pas au niveau scientifique, ses études. C'est là qu'il a appris la pharmacie sur le tas et qu'il a obtenu son diplôme de pharmacien. Et puis son oncle, qui était consul de France en Bulgarie, en Roumanie, est décédé. Il est obligé de rentrer en France, de réapprendre sa langue maternelle et de repartir à zéro. Malgré cela, il arrive à obtenir l'agrégation en pharmacie, la licence en sciences physiques, le doctorat en sciences physiques et le doctorat en médecine. Et il a bien sûr exercé différents métiers, mais ce qu'il faut savoir surtout, c'est qu'il était professeur. Pourquoi professeur? Parce que ça lui permettait d'avoir du temps libre pour faire des recherches. La passion de Béchamp, c'était de comprendre, de chercher. C'est le premier qui a été capable de parler de la notion de contagion de façon objective par les germes et les corpuscules vibrants de l'air. Mais sachez-le, cette contagion n'est possible que pour des substances non organisées. Il n'y a pas de contagion sur un être organisé. En tout cas, pas comme on l'entend, pas en tant que guerre bactériologique. Bien sûr, si je me mets à bâiller, vous allez peut-être tous bâiller si je suis un bon bailleur. Ça, c'est la contagion par mimétisme. Il peut y avoir transmission d'informations, on le verra. Mais il n'y a jamais multiplication de germes ou de bactéries ou de prétendus virus à l'intérieur de votre corps qui viendraient de l'extérieur. Et ça, Béchamp a démontré que c'est strictement impossible. Nous sommes de retour sur notre plateau et vraiment un léger commentaire pour ce par rapport à ce que nous c'est sans commentaire. En fait, c'est pour dire que ceux qui font les recherches et qui sont noirs de peau, qui sont considérés comme étant une race inférieure, mais qui font dans la gabégie d'une certaine science, comme plébiscitant la grandeur, la hauteur des autres, qui ne sont assis que sur des normes qui veulent dire quoi? L'imposition d'une certaine voie à suivre. Tu dois te vacciner, veux ou pas. Tu dois prendre tel médicament, veux ou pas. Tu ne dois pas manger telle nourriture, elle n'est pas bonne. Parce que nous, quand on était petits, il y avait même les chansons des chanteurs camerounais qui disaient que le bâton de manioc donne le quasimodo. C'est le pain qui fait l'aliment complet. Donc cette bassesse-là doit cesser. Il n'y a pas un être humain supérieur à l'autre. Vous écoutez ce genre de choses que nous proposons là, nous ne les proposons pas pour le dénigrement, nous les proposons pour que les gens comprennent qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans la tête de l'homme. Et l'homme a toujours voulu marcher sur l'autre. C'est ça l'impérialisme. Comment sortir de cet impérialisme? Ça commence d'abord par se redimensionner, se donner de la dignité en tant qu'un être humain, pareil comme l'autre. Voilà, c'est ce que moi je donne comme commentaire par rapport à ce genre de vidéos. Bon, je crois que chacun va aller
chacun va faire ce qu'il oui, veut avec cette vidéo et chacun va tirer ses conclusions. On va directement, alors rapidement, prendre le SOS téléspectateur pour apporter des réponses aux questions qui nous ont été posées. C'est le SOS téléspectateur. Bonsoir à vous. Quelle différence faites-vous entre l'âme et l'esprit? Et puis, existe-t-il la vie après la mort? Alors, l'âme, c'est l'âme, l'esprit, c'est l'esprit. L'esprit fait la synthèse, permet d'obtenir la synthèse entre le corps physique, l'âme même. Donc, dans l'âme, il y a l'esprit. Dans le corps physique, il y a l'esprit. Donc, c'est l'esprit qui enveloppe tout ça et qui permet à ce que ça soit dans une forme d'un tout indivisible. Bon, existe-t-il une vie après la mort? Oui, on ne meurt pas, on transite, c'est-à-dire on change de vie, d'existence vers une autre existence. Parce que la vie ne meurt pas. La vie elle-même ne meurt pas. C'est l'homme qui apparemment meurt, mais l'homme ne meurt non plus. C'est le fait d'abandonner son corps physique plusieurs fois jusqu'à arriver à la fin d'un cycle de 28, de 68 ans, de 70 ans, de 100 ans, ainsi de suite, qu'on dit que la personne est morte. Mais elle n'est pas morte. Elle a cette fois-ci alors complètement abandonné tout de ses corps physiques. Parce que l'ayant abandonné par phase de 7 ans, ainsi de suite, arrive à un moment donné où il faut qu'il l'abandonne totalement et continuer ailleurs. Donc l'être intérieur qui est l'âme, qui est venu entrer dans le fœtus par le biais du souffle de vie, celui-là, il continue à vivre. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire pour baisser l'acidité dans l'organisme? Alors, pour baisser l'activité dans l'organisme, il faut d'abord avoir des pensées positives. Parce qu'avec des pensées positives, c'est là qu'on comprend même le discours du genre que nous tenons là. Si on a des pensées négatives, on dit, mais vraiment, ces gens-là sont fous. La pensée positive ne voudrait pas dire accepter n'importe quoi non plus. C'est quelque chose qui vous intéresse pas, n'acceptez pas ça. Mais sauf que la science elle-même, la véritable science, commence par le doute. Et le doute entraîne à la mise en cause du doute même. C'est-à-dire, vous doutez en disant, bon, je ne suis pas d'accord. C'est comme là maintenant, on dit l'artémisia ne donne rien. Mais on n'essaye pas. Hein? Mais ceux qui essayent, on les incrimine. Comme quoi, ça n'a pas subi des effets, comment on appelle des tests. Des tests. Bon, ce qui a subi des tests cliniques, ça a déjà fait quoi dans la vie? Moi, je n'ai jamais vu un peuple que pour avoir bu bien les médicaments, qu'on a bien encadré, hein, et ce peuple-là n'est plus malade. Il y a toujours des maladies. Je n'ai jamais vu un temps où il n'y a plus de vaccins. Chaque année, il y a des nouveaux vaccins pour des nouvelles grippes chez les Occidentaux. Les grippes ne font que venir, les vaccins sont toujours là. Mais faites des vaccins une fois pour toutes, pour qu'ils ne viennent plus, comme ça, immuniser de tout ce qui peut arriver. Hein? Alors, M. Sanongo du Mali voudrait savoir comment faire pour connaître et maîtriser son moi spirituel. Et bien sûr, peut-on connaître l'âme? Alors, pour connaître cela, il faut verser dans les études métaphysiques. Ce n'est pas une explication qui peut être donnée au cours d'une émission. Non, il faut rentrer dans des écoles qui peuvent vous donner une formation métaphysique. Moi, je ne vais pas dire initiatique parce qu'il y a tellement d'écoles initiatiques. Et ces écoles initiatiques, il y en a d'autres qui ont même fabriqué l'impérialisme. Je ne vais pas les citer. Voilà, c'est-à-dire si nous sommes dans un environnement impérialiste, on trouve que 90% des députés, par exemple dans des pays développés, la France et autres, sont dans des écoles initiatiques. Et cela ne lâche pas de l'Est. Ou bien parce que les pays comme la France, n'ayant pas le sol et le sous-sol riche, il faut vivre comme des parasites
auprès des pays, par exemple, africains qui ont tout, et puis se présenter comme des personnes qui sont là pour protéger les moins bons que nous sommes. Et pourtant, c'est par la force de l'arme, c'est-à-dire des armes à feu et tout, hein, de la brutalité, que les peuples du monde entier sont assujettis par ces gens-là. Alors pour ça, nous sommes arrivés au terme de notre émission. Un dernier mot avant de la conclure. Alors, le dernier mot, c'est que nous continuons dans la même lancée. Nous pensons qu'on va percer le mystère de la méditation lorsque on aura compris comment fonctionne la vie. Nous ne sommes pas des personnes qui pensent qu'en priant, c'est comme ça, tu commences à prier, tout marche. Ou alors qu'on ait critiqué la prière et qu'on mette à la place de la prière la méditation, non. C'est pourquoi pourquoi les gens doivent souffrir de nous écouter, d'aller toujours dans le même thème, mais en y allant dans tous les sens. Voilà. Nous avions été ravis de vous connaître nombreux avec nous ce soir. Rassurez-vous, pour ceux-là qui n'ont pas eu des réponses à leurs questions, nous ferons le nécessaire pour vous apporter des réponses d'ici la fin de la semaine. On se donne rendez-vous mardi prochain lorsqu'il sera 23h et vous êtes sur la même chaîne Canal 2. D'ici là, portez-vous bien. Bonsoir.